Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet. Bonjour. Bonjour. Ancien président de la Banque Centrale Européenne. Merci à vous d'être là avec nous. Est-ce que vous avez eu le temps ou l'envie de regarder, vous avez regardé les deux débats présidentiels, celui sur TF1, celui sur BFM TV et CNews. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai vu des petits morceaux, à vrai dire. J'ai pas suivi C'était long, hein. intégralement, oui. Oui, c'était long, un peu laborieux parce que long. C'est très bien, enfin, c'est la démocratie en action, donc c'est une bonne chose. Ouais. Et cette campagne présidentielle, sinon, par rapport aux idées qui sont lancées dans le débat, est-ce qu'on aborde les vrais sujets de fond, les vrais enjeux que la France doit relever Écoutez, il me semble, si vous voulez, qu'il y a quand même un certain mouvement qui va dans le sens de la réforme. J'avais vu l'émergence d'un consensus, mais ce que je crois être absolument nécessaire, c'est-à-dire si l'on veut vaincre le chômage de masse, qui est notre défaut principal, qui explique le moral catastrophique des Français. Quand je compare le chômage de masse en France et le plein emploi aux Pays-Bas, en Autriche, en Allemagne, alors même que le point de départ était pour nous meilleur que le point de départ des Allemands quand on a créé l'euro, je suis évidemment horriblement triste. Et c'est nous qui sommes responsables de ce chômage de masse, avec les trois grands défauts que nous avons et que nous avons poursuivis pendant toute la période récente, sur 15, sur 17 ans. Un, pas de réforme structurelle, et pas de réforme notamment de l'ensemble des obstacles à la création d'emplois. Deux, la loi travail, on a une loi travail en France qui a permis déjà de... Oui, un petit peu, mais c'est très modeste par rapport à ce qui a été fait dans les autres pays et qui a payé, qui a donné effectivement du plein emploi, ou en tout cas un bien meilleur emploi. On a des dépenses publiques en proportion du produit intérieur brut qui sont franchement catastrophiques, et donc nous ne sommes même pas vraiment conscients, mais l'OCDE dit qu'on dépense 13% du produit intérieur brut de plus que les Allemands en dépenses publiques. Le vrai chiffre est probablement de l'ordre de 10%, parce qu'on n'a pas tout à fait la même méthode de comptabilisation. Enfin, 10% de dépenses de plus, vous vous rendez compte ce que ça représente comme obstacle à la création d'emplois, comme obstacle à l'économie en général. Et puis, nous avons un autre problème dont nous ne sommes pas conscients, et je ne le vois pas vraiment émerger dans le débat actuel. Les deux autres, oui, on entend. Il faut des réformes structurelles, il faut réformer le marché du travail, il faut réformer... Pas chez tout le monde, c'est pas chez tout le monde, ça, pardon, c'est ce qu'on entend... pas chez tout le monde, mais chez Emmanuel Macron... Mais j'entends venir, évidemment, cela. Pas chez tout le monde. Ben, dans une démocratie, vous ne pouvez pas espérer avoir un consensus complet sur des sujets, même si, à l'évidence, c'est ce qu'il faut faire, si l'on veut du moins le plein emploi. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on veut? Que veut la France? Est-ce qu'elle veut vraiment arriver au plein emploi? Mais le dernier point que je voulais mentionner, c'est que tant que vous avez du chômage de masse, il est normal d'avoir une modération générale des coûts dans l'économie. Parce que tant que vous avez du chômage de masse, ça veut dire que vos propres citoyens préfèrent acheter à l'étranger plutôt que chez eux. Parce que le rapport qualité-prix est meilleur pour les produits étrangers, en moyenne. Et ce raisonnement de vos propres nationaux, c'est évidemment le raisonnement de tous les clients, qu'ils soient en Europe ou qu'ils soient dans le reste du monde. Donc, modération générale des coûts dans l'économie, année après année. Ce n'est pas simplement une affaire d'un gros coup. C'est année après année. C'est comme ça que les Allemands ont regagné 1 point de compétitivité de coût tous les ans sur 15 ans d'affilée. Alors quel est le programme qui colle le plus justement à toutes ces problématiques? À chacun de se faire son propre sentiment. Hein. Je reste banquier central, si vous voulez. Un banquier central, il émet la monnaie pour le compte de tous. Et d'ailleurs, il est soutenu par tous pour émettre une monnaie qui est crédible et qui assure la stabilité des prix, la stabilité monétaire. Les deux seuls qui ont manifestement compris ces enjeux et qui en parlent des réformes structurelles, c'est François Fillon et Emmanuel Macron. Pour vous, c'est eux les deux vrais réformateurs aujourd'hui? Encore une fois, ne me mettez pas dans le débat public. Chacun et chaque citoyen, chacun de nos concitoyens doit se faire un jugement, mais les trois dimensions que j'ai évoquées sont toutes les trois indispensables. Diminuer la dépense publique, réformer structurellement un certain nombre de marchés dans notre pays et pratiquer la modération des coûts jusqu'au plein emploi. Quand on est au plein emploi, ça change. Bon, aussi, il y a ce paradoxe dans cette élection. D'un côté, il y a des candidats europhobes. Quand on cumule toutes les intentions de vote de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et les petits autres, on arrive quasiment un peu moins de la moitié des votes, 45% des votes. Et en même temps,
on a 70% des Français qui ne veulent pas sortir de l'euro. Il n'y a pas un paradoxe Non, d'avoir je un ne poids vois des pas- je ne vois candidats pas très bien- europhobes? Je ne vois pas très bien comment vous arrivez à 45%. Si vous ajoutez pour Jean-Luc ce- Mélenchon, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, dans les intentions de vote, vous arrivez quasiment à 45. Alors, c'est à vérifier. Je ne suis pas sûr que Mélenchon 17. veuille- Il est à 17. Oui, non, mais 17 je ne plus suis pas sûr 25 qu'il plus veuille. 5. Je ne suis pas sûr qu'il veuille quitter l'euro. Je n'ai pas entendu ça. C'est son plan B. S'il n'arrive pas à renégocier les traités avec les Allemands, s'il a dit si je ne fais pas plier les Allemands pour réorienter complètement l'Europe, plan B, on sortira de l'euro. Bon, alors, sortie de l'euro, que ce soit proposé par l'extrême gauche ou par l'extrême droite, c'est évidemment une catastrophe épouvantable pour les Français, une catastrophe épouvantable pour les travailleurs, une catastrophe épouvantable pour tout le monde en France. C'est l'incohérence entre Et- autant de votes pour les europhobes et des Français qui disent ne veulent pas, aux 2 tiers, sortir de Et l'euro. ce n'est pas ce que veulent les Français, en effet. Il y a une incohérence. C'est une incohérence que j'ai déjà observée dans un pays de la zone euro, qui est la Grèce. Les Grecs avaient voté pour qu'il n'y ait pas d'ajustement dans leur propre pays, parce qu'ils trouvaient que revenir, si vous voulez, à un équilibre à la fois budgétaire et à un équilibre de la balance des paiements courants, c'était trop dur. Mais quand le gouvernement a dit, bien entendu, alors nous allons quitter l'euro, ils ont dit non, en aucun cas. Et dans la proportion de 70% à peu près de la population. Ce qui fait que le gouvernement, évidemment, n'est pas sorti de l'euro parce qu'on ne fait pas quelque chose qui est refusé par les 2 tiers ou les 3 quarts de votre propre population. Les Français ne veulent évidemment pas sortir de l'euro et je crois que c'est un élément de bon sens dans leur propre perception de ce qui serait bon et mauvais pour la France. Pour eux. Ouais. Pour les europhobes, il y a cette idée que la France peut s'en sortir seule. On a vu François Asselineau, qui est un candidat qui soutient le Frexit clair et net. Il a pris le cas de la Suisse en disant, regardez la Suisse n'appartient pas à l'Union européenne, elle a sa monnaie, elle connaît le plein emploi, elle exporte, elle n'est pas isolée du reste du monde. Il a dit, en gros, pourquoi est-ce que la France ne prendrait pas le chemin de la Suisse? Qu'il y ait quelques pays modestes d'ailleurs, y compris l'Angleterre, qui est un pays de taille modeste, qui à un moment ou à un autre veuille sortir, très bien. Qu'il y ait des pays de la zone euro qui veuillent sortir, c'est tout à fait différent. L'Angleterre est sortie, ça n'a absolument rien changé. Jusqu'à présent, rien n'a changé en Grande-Bretagne de ce qui existait auparavant, comme vous le savez. On va voir ce qui va changer, ça se négocie. Mais en tout état de cause, il n'y a pas eu un choc monétaire, financier considérable, comme c'eût été le cas s'ils avaient été dans la zone euro. Mais les Grecs ont refusé précisément ces conséquences redoutables. Et je crois, si vous voulez, que si on prend un peu de distance, quand on a créé l'Europe, le marché unique, on appelait ça le marché commun à l'époque, on avait les États-Unis d'Amérique qui étaient le seul grand marché unique avec une monnaie unique. Et on s'était dit, il faut que l'on s'unisse pour avoir une taille de marché qui soit suffisante et qui nous donne les avantages qu'ont les États-Unis. Au moment où je parle, il y a les États-Unis, la Chine, grand marché unique à monnaie unique, l'Inde, grand marché unique à monnaie unique, le Brésil, le Mexique, demain l'Indonésie. Et vous voyez une foule de très grands pays du monde émergent qui sont en train de monter en puissance. Est-ce que c'est le moment que doivent choisir les Européens pour démolir leur propre construction? Il y a beaucoup plus de raisons aujourd'hui d'être unis qu'il n'y en avait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale ou en 1956 lorsque l'on a créé le marché commun. Au total, nous sommes dans une situation où nous sommes responsables de nos problèmes. La preuve, c'est que dans la zone euro, il y a des pays qui sont au plein emploi, il y a des pays qui sont dans une situation où leur propre population estime que les dirigeants ont bien géré. Nous avons malheureusement, nous n'avons pas su exactement ce que nous voulions. Il y a encore beaucoup de défauts. Il y a encore beaucoup de défauts. Si nous pouvions profiter de ce grand moment démocratique en France pour pouvoir dire nous voulons le plein emploi et nous voulons prendre les mesures qui vont nous permettre d'avoir le plein emploi progressivement, naturellement pas en un jour, mais progressivement, comme cela a été le cas pour les Allemands, ça suppose des efforts immédiats et des efforts continus sur le long terme, et surtout de ne pas dévier dans ces efforts, d'être aussi constant que possible. Le paradoxe, c'est que nous avions poursuivi dans le passé des stratégies de ce genre qui étaient gagnantes,
Si nous avons l'euro, c'est parce que nous avons poursuivi une stratégie de modération des coûts dans l'économie, à peu près sans interruption. Ouais. Mais l'euro n'a pas non plus apporté la prospérité que certains attendaient. On voit beaucoup aujourd'hui de Français qui ont souffert de la mondialisation. Alors je fais un lien qui n'est pas non plus direct. L'idée, c'est de dire qu'il y a beaucoup de choses encore à revoir dans cette zone euro en termes de gouvernance, en termes de coordination des politiques économiques, en termes sur les standards sociaux, sur l'harmonisation sociale, fiscale. Il y a tant de choses à faire. En France, il y a beaucoup de choses à faire, comme on le sait, et beaucoup de choses qui sont claires maintenant, je crois. En Europe aussi et dans le monde aussi. Nous sommes en train de faire l'histoire à la fois dans notre propre pays, en Europe et dans le monde, bien entendu. Rien ne doit rester immobile. Nous avons à tenir compte, en effet, de la montée en puissance des pays émergents. On ne va pas les empêcher de grandir, les pays émergents. Personne ne va empêcher la Chine et l'Inde de prouver qu'ils ont des capacités et de monter en puissance, probablement jusqu'à notre propre niveau de vie, puisqu'ils ont les mêmes capacités que nous. Je veux dire, nous, les pays avancés. Et on ne va pas empêcher la technologie, la science et la technologie de progresser. Donc il faut s'adapter en permanence. Et si on s'adapte en permanence, des pays autour de nous, tout près de nous, montrent que l'on peut avoir à la fois stabilité, prospérité et plein emploi. Sur la sortie de l'euro, Marine Le Pen, elle dit, mais attendez, vous jouez sur la peur des Français, etc. Elle fait le parallèle souvent avec le Brexit, qui aurait dû, tout le monde a dit, ce sera un cataclysme financier qui ne s'est pas encore produit, on ne voit rien de tout ça pour l'instant. Qu'est-ce qu'on répond à ça ? D'abord, le Brexit n'est pas comparable. C'est la sortie de l'Union européenne, ce n'est pas la sortie de sa propre monnaie, la monnaie que chacun des concitoyens a dans son propre portefeuille, premièrement. Deuxièmement, il est clair, en effet, que la sortie de l'euro provoquerait une catastrophe économique épouvantable. Ça, je crois que personne n'en doute. D'ailleurs, pire que Lehman Brothers ? Je crois certainement pire que Lehman Brothers. Certainement pire, puisque c'est un pays entier. Lehman Brothers, c'était un établissement financier relativement modeste, l'un parmi des dizaines et des dizaines et des dizaines à Wall Street. Là, il s'agit quand même d'une puissance qui est la 5e puissance du monde en taille de produit intérieur brut, qui a un impact considérable, qui est l'un des 2 grands pays européens qui a voulu l'Europe, qui a fait l'Europe, qui est considéré d'ailleurs par tous nos voisins comme étant l'un des 2 grands pays qui est la clé de l'Europe. Il est clair que ce serait en effet quelque chose de totalement dramatique pour les Français. D'abord, dans des circonstances qu'ils ne veulent absolument pas. C'est là le paradoxe. Je ne devrais même pas discuter, si vous voulez, de cette hypothèse, puisque les Français n'en veulent pas. Et deuxièmement, bien entendu, ce serait dramatique pour l'ensemble de notre environnement. Notamment les banques. J'aimerais avoir votre regard. À la fois européen et mondial. Et sur les banques, on se pose la question, Jean-Claude Trichet, si on sort de l'euro, beaucoup de Français ont envie de récupérer leurs sous, leurs euros pour les mettre sous leur paillasse, sous leur matelas, ou transférer leur avoir en euros au Luxembourg, en Allemagne, voilà, pour rester en euros. Comment est-ce que les banques, notamment les banques françaises, font pour rendre l'argent à leurs clients ? Il y a un risque de faillite, elles seront en grande difficulté. Écoutez, mon problème, ce n'est pas les banques. Mon problème, c'est les Français. C'est l'ensemble de nos concitoyens. Et effectivement, bien entendu, comme je vous l'ai dit, l'ensemble de l'économie sera bouleversé. Les banques, bien entendu, au premier chef, puisque c'est elles qui manient l'argent, et toute l'économie française. Les Français n'auront plus accès, on l'a vu, c'est pas de la politique fiction ou de la science-fiction, on l'a vu en Grèce en 2015. Les Grecs, non. Images, mais les Grecs ont fait la queue, les files d'attente. Les Grecs n'ont pas voulu sortir de l'euro. Non, mais les banquerolles ils ont imposé à leur gouvernement de ne pas sortir de l'euro. Dans une démocratie, lorsque les gens, dans une majorité très importante, ne veulent pas de quelque chose... Mais on voit là ce qui s'est passé en Grèce. Ils ont dit non, les Grecs, on voit les images, on reste dans l'euro, mais ils se sont précipités dans ces files d'attente pour récupérer son argent. En cas de sortie de l'euro... Écoutez, je ne vais pas élaborer plus, c'est évidemment une catastrophe totalement dramatique, point. Bon. Juste une question, la Banque Centrale Européenne, et on finit là-dessus, elle ne pourrait plus financer les banques derrière. Si une banque française, si elle sortait de l'euro. Dans le sens, dit que vraiment, pour comprendre le cataclysme, c'est que les banques ne pourraient pas rendre l'argent à leurs clients, il y aura un contrôle des capitaux, on rentre dans une mécanique enfin infernale qui fait peur. Mais l'idée, ce n'est pas d'agiter les chiffons rouges, c'est de comprendre ce qui va se passer, qu'on n'aura plus accès à son argent, qu'on ne pourra plus le transférer à l'étranger, et que derrière, qui va financer les banques françaises? Enfin, il y a un vrai sujet, là. Même si c'est un scénario qui paraît apocalyptique et que ce n'est pas aujourd'hui le scénario central. Je vous ai dit que c'était une catastrophe d'une nature largement supérieure à celle que nous avons connue
en 2007-2008, en l'occurrence, s'agissant du 15 septembre 2008, dépôt de bilan de Lehman Brothers. Il me semble que ça suffit comme résumé, si vous voulez, pour parler de cet événement dont on ne devrait pas parler, parce que les Français n'en veulent pas. Ouais. Alors la BCE, c'est intéressant parce qu'elle vient de commencer, on change de sujet, à réduire ses achats d'actifs mensuels, qui étaient de 80 milliards d'euros. Maintenant, elle est passée à 60 depuis le mois d'avril. La situation économique, selon vous, en zone euro, la croissance, l'inflation, ça mérite qu'on réduise la taille des achats d'actifs de la Banque centrale européenne? Certainement. Je crois que la décision qui a été prise était une bonne décision. Comme vous le savez, elle a été présentée par la Banque centrale européenne. Comme on a commencé à 60, on est monté plus haut parce qu'on a pensé qu'il fallait un soutien supplémentaire paradoxalement, pour faire monter l'inflation, en ligne avec notre définition de la stabilité des prix, moins de 2%, mais proche de 2%, et qu'on avait besoin d'un coup de coude, si je puis dire, pour aller plus loin en ce qui concerne la croissance économique. Maintenant, ils ont vu qu'effectivement, les dérivés, les tendances allaient dans le bon sens, et redescendre à 60 est certainement la bonne décision, bien sûr. Pour la sûr. suite, et d'ailleurs, quand vous regardez l'ensemble des indicateurs économiques, vous voyez que la zone euro, qui était en retard sur le cycle américain, parce qu'on avait eu la crise des risques souverains en Europe, est maintenant en train de rattraper clairement. Vous savez, personne ne l'a jamais dit, mais on a eu une croissance un peu supérieure à celle des États-Unis l'année dernière. Vous n'avez jamais entendu ça enfin, j'ai peut-être eu l'occasion de le dire devant vous une fois. Oui. De même que c'est la seule année, depuis je sais pas quand. Hein. De même que loin d'accréditer l'idée que la zone euro est ultra fragile, qu'elle est en voie de démantèlement, comme vous vous en souvenez, dans la crise, on est passé de 15 pays à 19 pays, c'est-à-dire 4 pays de plus sont entrés volontairement dans la zone euro après Lehman Brothers. Mais puisque vous aimez les chiffres et que vous me lancez là-dessus, les Américains, ils ont fait en croissance en 2016, je crois, 1,6%. Oui. Et nous, on a fait quoi? On a fait 1,7. Voilà, on est juste au-dessus. Quoi. Oui, on n'est pas tellement loin devant non plus. Mais il va tellement de soi qu'on est dans une position inférieure à celle des États-Unis que personne ne communique quand on est dans une position un peu supérieure. Bon, on va voir ils ont moins de chômeurs que nous. De toute manière, on a énormément de travail à faire, c'est clair, en France et en Europe. Le plan de sortie du quantitative easing de la BCE, il semble un petit peu flou parce qu'on a du mal à comprendre. Donc c'est 60 milliards d'euros jusqu'en décembre. Après, je crois que c'est pas très très clair. Dit autrement, parce que le calendrier, on va laisser Mario Draghi être maître de son calendrier avec le Conseil des gouverneurs, mais la zone euro, elle peut se passer de cette béquille monétaire Elle n'a jamais été considérée comme étant perpétuelle. Non. Donc, non, mais le plan de sortie est flou aujourd'hui. Il n'y a pas de plan de sortie pour le moment. Pour le moment, il y a un engagement de poursuivre ces acquisitions jusqu'en décembre, jusqu'à la fin de l'année. Et après Et après, on verra. On verra, ce sera au Conseil des gouverneurs, comme vous l'avez dit, de voir comment organiser la suite. Et il me paraît vraisemblable que les choses allant mieux, l'économie allant nettement mieux, aucune catastrophe n'étant intervenue d'ici là dans aucun pays européen et pas en Europe en général, on aura la capacité de dire, bon ben maintenant, nous n'avons plus besoin, de manière aussi monumentale, de ce soutien Mais il manque de visibilité, Mario Draghi. C'est pas justement, c'est normal peut-être qu'il manque de visibilité parce qu'il y a des échéances politiques, etc. Parce qu'il y a aussi. Non, c'est pas normal qu'il manque pas de visibilité. Parce que Le Conseil des gouverneurs a décidé de dire à l'ensemble des opérateurs, des participants du marché, des agents économiques, que jusqu'en décembre. Bon, mais encore une fois, on ne prend pas des décisions perpétuelles. On n'est pas dans un avenir certain, et donc il est tout à fait normal qu'ils réfléchissent. Ils vont réfléchir au fur et à mesure, et peut-être un trimestre ou 3 mois, ou peut-être ils vont préparer le marché et l'ensemble des opérateurs avant la fin de l'année pour avoir, bien entendu, des marchés qui auront compris comment les choses vont aller. Mais moi, je suis optimiste. Je vois que l'économie européenne va nettement mieux, et tous les indicateurs le montrent pour le moment, ce qui est normal, encore une fois, puisque nous avons les indicateurs des responsables des achats, les fameux PMI, comme on dit, morale des consommateurs sont les meilleurs depuis très longtemps. Il faut remonter à beaucoup d'années en arrière, 70 mois pour certains, plus pour d'autres, pour retrouver, si vous voulez, un dynamisme économique de cette nature. Et encore une fois, pour moi, c'est normal. On a eu
la crise financière, comme les États-Unis d'Amérique. Puis ensuite, malheureusement, fin 2009, début 2010, on a eu le début de notre crise des risques souverains qui nous a décalés par rapport au cycle des États-Unis et au cycle mondial, disons, des pays avancés. Avec aussi des politiques de rigueur à marche forcée qui ont aussi un peu cassé la croissance. Tout le monde non, l'a admis les politiques de retour à l'équilibre, mettons de l'Espagne qui avait un déficit des balances des paiements courants de 10 points de PIB, ou de la Grèce qui avait un déficit de 15 points de PIB, vous ne pouviez pas l'éviter, si vous voulez. Il fallait revenir à un équilibre. Autrement, jamais on aurait regagné la crédibilité avec la qui est contrepartie indispensable. du chômage qui a beaucoup monté dans et ces le pays, crédit qui est indispensable. Ce qu'il faut, c'est pas mal gérer. Si on gère bien, on est toujours récompensé. Et les pays qui ont vaincu le chômage de masse se sont bien gérés sur longue période. Les pays qui se gèrent mal doivent ensuite payer leur mauvaise gestion. C'est à l'évidence, malheureusement, ce qui a été le cas de l'Espagne, par exemple. Ceci dit, l'Espagne a fait des réformes très importante et est en ce moment le pays en Europe, avec l'Irlande, qui est le plus dynamique. Avec un taux de chômage qui est passé de 25 à 20. Oui, ça va mieux, mais c'est toujours 20%. Ah bah oui, mais bien entendu. Mais encore une fois, on paye une mauvaise gestion passée. Et une grosse bulle immobilière. Si on prend les bonnes mesures, et ce qui compte, c'est de prendre les bonnes mesures et puis d'avoir la bonne tendance. Ils ont la bonne tendance à l'évidence. Bon, pour clore le sujet sur la BCE, le risque, si elle sort trop rapidement de ce quantitative easing, certains disent que c'est évidemment qu'elle ne veut pas provoquer une nouvelle crise des dettes souveraines, ou en tout cas qu'il y ait une fièvre de nouveau, une nouvelle forme de tension sur les dettes souveraines de certains pays, comme l'Italie justement, le Portugal. La ligne de crête, elle n'est pas facile aussi pour la BCE parce qu'il y a ce risque-là aussi, il faut faire attention. Non, la BCE, elle est responsable de la stabilité des prix en Europe. Elle a dit très clairement, je prends des mesures extrêmement accommodantes pour assurer la stabilité des prix en Europe. Et la stabilité des prix, ça veut dire pas d'inflation et pas de déflation. Et encore une fois, en moyenne, à moyen long terme, aux alentours de 2%, moins de 2, mais proche de 2. Et le mais proche de 2 est important. Ceci dit, elle a dit en même temps, vous avez la chance d'avoir une politique monétaire très accommodante, à vous de faire le boulot. Vous, gouvernement, vous, il Parlement, a été fait, le boulot. Et vous. Et bien entendu, le boulot a été fait dans certains pays, il n'a pas été fait dans d'autres. Le sentiment qu'en France, le boulot n'a pas été fait. Bien entendu, il n'a pas été fait. Et nous avons 10 points de plus que les Allemands. Et quand je dis il n'a pas été fait, dépenses publiques. Ça veut, en dépenses publiques, ça ne veut pas dire n'a pas été fait au cours des 5 dernières années, ça veut dire n'a pas été fait au cours des 10 dernières années. À vrai dire, nous n'avons pas été conscients de ce qu'il fallait lorsque on s'est retrouvé au début des années 2000. On a cru que maintenant tout allait marcher très bien, qu'il n'y avait pas besoin de faire attention à la compétitivité générale de l'économie, ni à sa compétitivité coût. On a fait une confiance excessive, si vous voulez, au fonctionnement spontané de l'économie. Et il ne faut pas faire une confiance excessive au fonctionnement spontané de l'économie. On était resté dans l'idée qu'il y avait peut-être une devise, qu'on avait chacun une devise et qu'on pouvait dévaluer tous les 7 ans. Non, les gens ont oublié qu'on était... Absolument pas. On n'a pas dévalué le franc depuis janvier 87. Ouais. Donc on a été dans une longue période avant l'euro sans aucun réalignement monétaire. Donc on est peu pardonnable, à vrai dire, puisqu'on était conscient avant les années 2000 qu'il fallait faire attention à la compétitivité de l'économie, à la compétitivité coût et à la compétitivité hors coût. Et qu'il fallait que nos propres consommateurs, les clients de l'industrie et des services français, trouvent que le rapport qualité-prix était bon. En France, en Europe et dans le monde. Et puis on s'est un peu laissé aller, en tout cas en ce qui concerne, si vous voulez, la direction générale de l'économie, depuis cette période. C'était une erreur. Les Allemands ne se sont pas laissés aller, alors qu'ils avaient un problème de compétitivité très sérieux. Et il faut qu'on reprenne, si vous voulez, cette stratégie de lutte contre le chômage. Bon, on se quitte avant de se quitter. Juste ce grand sondage, Jean-Claude Trichet, oui. Je voulais vous faire réagir. Ce sondage réalisé par une banque américaine, Bank of America Merrill Lynch, auprès de 165 grands investisseurs dans le monde, et qui montre que 80% des investisseurs pensent qu'il y a une bulle sur le marché actions américain. J'ai du mal à comprendre qu'il y ait qu'il y ait une écrasante majorité de grands investisseurs qui pensent que le marché est surévalué, est très haut, qu'il y a une bulle et que ça ne corrige pas. Il n'y a pas une anomalie quelque part, c'est pas insensé quand même, il n'y a pas une incohérence intellectuelle. Hein. Non, c'est toujours ce que l'on observe. C'est toujours ce que l'on observe. J'ai observé ça, moi, au cours de ma carrière, à beaucoup de reprises, si vous voulez. Il y a un moment où un certain nombre de personnes qui réfléchissent, pas nécessairement d'ailleurs des CEO
de grandes institutions, mais d'experts, de gens qui regardent et essayent d'être aussi objectifs que possible, qui se convainquent qu'on est dans une situation qui ne va pas durer, qui n'est pas durable. Mais le marché lui-même, dans sa spontanéité, donne pendant encore un certain nombre de mois, de trimestres, parfois d'années, tort à ceux qui disent ça ne peut pas durer. Et puis à un moment ou à un autre, bien entendu, ceux qui avaient dit ça ne peut pas durer ont raison. Donc c'est un phénomène que j'ai observé à de nombreuses reprises. Je ne suis pas tellement étonné de ce phénomène. Donc on n'est pas dans une période d'exubérance irrationnelle, pour reprendre le terme d'Alan Greenspan. Bien sûr, mais la différence, c'est que l'exubérance... C'est inquiétant. Alors, la différence, c'est que l'exubérance a été très largement le fait aussi de la situation de crise dramatique dans laquelle se sont trouvés tous les pays avancés, et dans l'obligation pour les banques centrales d'essayer de bloquer, si vous voulez, le phénomène de catastrophe auquel elles avaient à faire face, et donc d'avoir des politiques monétaires très accommodantes. Donc tout ça forme un tout. On a effectivement une situation qui n'est pas normale parce que la crise a été extrêmement grave, et dans la lutte contre la crise, il y a cet élément, si vous voulez, d'accommodation des politiques monétaires qui fait que les marchés, et notamment les marchés d'actions, ont été poussés vers le haut. Donc dit autrement, les marchés actions sont hauts parce qu'artificiellement et voulu par les banques centrales, les taux d'intérêt sont bas. La question c'est qu'est-ce qui se passe quand on en sort? C'est une des composantes. Ils sont hauts parce qu'en particulier, il y a ça, comme vous le savez, dans la période récente, il y a eu l'interprétation de l'arrivée au pouvoir de M. Trump, qui a été probablement erronée, mais enfin, bon, qui a été un phénomène de marché qu'on a vu sous nos yeux et qui a joué un rôle dans l'accélération, si vous voulez, de la hausse d'un certain nombre de valeurs sur les marchés d'actions. Mais il y a aussi beaucoup d'autres phénomènes. Il est clair aussi que nous avons un phénomène de sursaut technologique qui joue un rôle exactement comme on avait vu ce sursaut technologique jouer un rôle dans la bulle des dot-com. Donc, comme vous le voyez, tout cela est multidimensionnel. Il n'y a pas d'explication unique au phénomène que nous voyons, à la fois sur le plan économique et sur le plan financier, bien entendu. Donc pour vous, il n'y a pas d'inquiétude, encore une fois, le fait de voir le marché américain à 20 000 points. Non, je vous taquine sur le Dow Jones. Je n'ai absolument pas dit ça, et je crois que, bien entendu, nous sommes tout à fait en dehors des normes habituelles en ce qui concerne les price earning ratios. C'est absolument clair. Sur bénéfice par action. Absolument clair. Bon, comme disait Warren Buffett, c'est quand la mer se retire que l'on voit celui qui porte un slip de bain, le juge de paix, ça sera les hausses de taux à venir. Là, on verra, ça mettra à l'épreuve les marchés actions, on verra vraiment s'ils sont solides. C'est un des éléments, encore une fois, ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Mais l'élément, si vous voulez, pour assurer stabilité, prospérité et bon marché, entre guillemets, sur le long terme, ce sont les réformes dans tous les pays. Il n'y a pas un seul pays qui n'ait pas de réforme à faire. Nous sommes évidemment un cas exemplaire, si je puis dire, de potentiel qui n'est pas exprimé par le pays parce qu'on ne fait pas encore les réformes nécessaires. J'espère ardemment qu'on va les faire. Mais prenez les États-Unis. Les États-Unis ont énormément de réformes à faire, notamment dans le domaine de l'éducation, de la formation, de l'accès de tous à la formation d'excellence. On a un pays là qui a beaucoup de problèmes aussi. Et encore une fois, il n'y a pas un seul pays avancé qui n'ait pas de problème en ce moment. Bon, voilà, merci à vous. Merci pour ces explications. Jean-Claude Trichet, donc, était votre invité en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci. Au revoir.